Bonjour, je suis Sébastien, marketeur français. Bienvenue dans cette vidéo où j'interviewe Thierry Marx, chef 2 étoiles au Mandarin Oriental. Thierry Marx est auteur de 8 ouvrages, donc 8 livres de cuisine, plus une biographie et le co-auteur d'un répertoire. Et il est également chevalier des Lettres des Arts et chevalier de la Légion d'honneur. Il a été juré de Top Chef pendant 5 années consécutives. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans cette interview, Thierry, c'est de t'interviewer sur le thème de l'excellence, qui est quelque chose que tu vis et que tu as prouvé par ton parcours. Ouais. Donc c'est un honneur pour moi de t'avoir sur cette interview. Et je voudrais démarrer tout de suite parce que chacune des personnes qui suit en fait cette vidéo, qui suit cette série où je parle d'entreprendre et d'être libre, a une passion, quelque chose qu'il voudrait développer et qui au départ est juste une toute petite flamme mais qui n'est pas forcément encore à un niveau international. Et ma question en fait c'est comment est-ce que tu es passé de commis de cuisine à chef reconnu internationalement, déjà en commençant par Sydney, je crois que c'est le premier endroit où tu as été chef. Comment dans ton parcours, en fait, tu es passé de « j'ai une passion qui est la cuisine » à je suis à l'excellence dans mon métier? C'est simple, c'est l'idée, la passion. Bien sûr, la passion et l'énergie. Mécaniquement, c'est l'énergie. Mais ce qu'il faut, c'est le projet. Et même si le projet n'est pas très clair, c'est de le regarder. Même s'il est un peu flou au départ, il faut se servir de cette passion pour aller vers son projet. Et après, les étapes, elles sont assez simples. Rigueur, engagement, régularité. C'est-à-dire regarder devant soi. Et ça, c'est important, ça paraît très contraint. Ça peut te paraître une espèce de carcan, mais pas du tout. Au contraire, on peut prendre ça avec beaucoup de positivité, dire « Allez, je me lève ce matin, c'est pour enrichir ma passion et c'est pour aller vers mon projet. » Calme, avant et droit, comme le disait le général Lott, et on voit tout de suite que les choses fonctionnent. Alors, ça ne fonctionne pas toujours au même rythme. Il y a des moments évidemment de blues, mais si on garde cet axe-là, cet calme avant et droit, si on se sent poussé par cette flamme de la passion, on va atteindre son projet et on va atteindre la cible. Même si au départ, la cible du projet peut paraître un peu floue. Et finalement, on y arrive. Et ce qu'il faut, c'est pas lâcher. Ça, c'est important de garder cette détermination, de ne pas abandonner. Même quand ça va mal, moi, il m'est arrivé d'avoir des moments de doute, et bien je me disais, je vais me coucher, et on verra demain. Et tant que je suis vivant, je peux repartir. Et une fois qu'on a pris cela comme énergie productive, eh bien, on arrive à toucher son projet. Et à chaque fois, je vais répéter ce ternaire, te dire, c'est rigueur, engagement, régularité. Et je te dis ça très humblement et en même temps en te disant qu'est-ce que c'est que la rigueur? Bien, c'est de dire, allez, tous les matins, je dis que, et je le fais. Pas forcément des grands pas de géant, des petits pas de montagnard, mais je le fais. L'engagement, c'est une posture du corps, c'est une posture de l'esprit. Et ça fait qu'on va regarder devant soi et on va s'engager et rien ne nous fera reculer. Et la régularité, c'est de faire ça 365 jours par an. Et on s'aperçoit que finalement, on avance, on arrive à ses objectifs et finalement, ça n'a pas été aussi compliqué et aussi contraint que ça en a l'air. Et tout le monde, beaucoup de gens me disent, mais c'est pas aussi facile. Hélas, c'est souvent aussi facile que ça. C'est facile de le faire et c'est pour ça que les gens n'osent pas… Et les gens n'osent pas parce qu'ils n'osent pas se mettre dans la posture de l'inconscient positif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit tout va bien, j'ai un petit confort, bon, est-ce que je bouge de ce confort? Est-ce que je peux changer quelque chose dans mon écosystème ou pas? Qu'est-ce que je vais pouvoir, de quoi je vais pouvoir me priver dans mon écosystème pour continuer à avancer? La réponse est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous ne pouvez rien abandonner de ce que vous avez dans votre écosystème de confort, bien effectivement, vous n'avez pas envie d'avancer. Mais c'est dangereux, parce que ce qui ne change pas meurt, et meurt très vite. Donc cet inconscient positif vous oblige, cette rigueur, cet engagement, cette régularité, d'aller vers l'excellence et de sortir de la zone de confort. Il faut penser tu dois penser à cette phrase de Mohamed Ali, quand on lui disait « Combien vous faites d'abdominaux quand vous vous entraînez ?» Il disait « Je ne sais pas, je compte que quand ça fait mal. » Et c'est un peu ça.
Il faut sortir de cette zone de confort. Ça ne fait pas forcément mal, ça nous met un petit peu dans le doute, mais ça nous oblige à avancer. C'est juste cette petite part de risque d'inconscient positif qui fait qu'on se dit, allez, j'ai osé, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et on touche son objectif. Alors, il y a quelque chose que j'adore dans ce que tu viens d'expliquer, c'est que, alors déjà, ce concept de rigueur d'abord, d'engagement ensuite, et ensuite de ne pas juste dire « aujourd'hui je suis rigoureux, je suis engagé, je vais faire une super journée et demain on verra bien », donc de dire régularité, donc de faire toute l'année, je trouve ça extrêmement important. Mais ce que j'aime aussi, c'est cette notion que si l'excellence est en dehors de notre zone de confort, et si on se fixe tout le temps cette idée que tant que je suis dans ma zone de confort, je ne suis pas encore dans l'excellence, j'ai encore un pas à faire, ça veut dire qu'à aucun moment on est arrivé. À aucun moment on dit c'est bon, stop, je suis excellent, j'ai fini, j'ai tout appris, je m'arrête. Rien n'est jamais acquis, c'est les paroles du poète d'Aragon, mais rien n'est jamais acquis à l'homme. Alors donc, ça veut dire qu'aujourd'hui… Ni la médiocrité, ni l'excellence. Aujourd'hui tu es encore dans l'apprentissage, alors il y a des choses que tu apprends et que tu découvres. En permanence. C'est-à-dire que l'inconscient positif est un curieux aussi positif. C'est-à-dire qu'il se nourrit, il observe, il se nourrit de ce qu'il voit, il l'interprète, il le transforme, il se l'approprie. C'est aussi ça, dans le monde de l'entreprise, qu'il faut encourager, cette curiosité positive qui fait qu'on va aller chercher un petit peu plus loin que son confrère et de se dire, tiens, il y a peut-être un marché à prendre là, il y a peut-être quelque chose à explorer qui va me faire aller un peu plus loin que les autres. Et de rien considérer comme acquis. À chaque fois que j'ai considéré que les choses étaient acquises, elles se immédiatement m'a amené à l'erreur. Et on le paye assez cher finalement parce qu'on prend des positions qui ne sont pas les bonnes. La zone de confort, c'est pareil. Et la zone de confort, elle est vite atteinte. C'est-à-dire que les affaires vont bien, on a une reconnaissance médiatique ou pas, mais on a une forme de reconnaissance. On se dit, rien ne peut plus m'arriver, c'est une erreur. Il faut garder cette posture de l'inconscient positif qui avance. Le cheminement est d'avancer. Et ça, c'est important. Il y avait Okada, qui était un de mes professeurs au Japon, il disait toujours, il avait sur ses armoiries une libellule. Et nous, on trouvait que ce n'était pas très martial, la libellule. Et il disait toujours, mais oh, attention, parce que regardez la libellule, elle va à droite, elle va à gauche, elle avance, mais remarquez qu'elle vit au présent et qu'elle ne recule jamais. Et c'est vrai. C'est ça, un inconscient positif, c'est ça, quelqu'un qui va aller chercher l'excellence dans la vie, dans ses produits, dans ce qu'il veut entreprendre. Et l'excellence, ça ne peut pas être dans la zone de confort. Mais en même temps, ce n'est pas une torture. Ce n'est pas de se faire mal volontairement. C'est aussi d'aller chercher cet inconfort qui nous procure du plaisir. Parce que c'est la passion qui nous tire. Parce que c'est la passion qui nous tire vers le haut. Quand il n'y a pas de passion, il n'y a pas de flamme, il n'y a pas d'énergie. Je ne sais plus quel philosophe disait, je ne voudrais pas faire du name dropping, mais disait c'est ce qui gonfle la voile du navire, la passion. Donc c'est ce qui vous fait avancer. Et cette passion, vous l'avez, vous la redécouvrez, elle change, elle mute. Vous pouvez, au début de ma carrière, j'ai pu m'intéresser à certaines choses, aujourd'hui à d'autres, mais la passion du métier est toujours présente du début jusqu'à la fin. Et la première des passions, elle était de sortir de mon extraction sociale quand j'étais enfant. Donc je me disais, non, mais je ne vais pas vivre dans ces conditions, je veux sortir. Donc c'est né, je l'ai entretenu. Alors justement, est-ce que on peut dire quelques mots à ce sujet? Parce que parmi les personnes qui nous regardent, il y a vraiment une gamme très très large. Je vois quand je fais des séminaires, il y a des gens qui vont dire bon, aujourd'hui ils ont déjà énormément de succès et donc ils cherchent encore le boost qui les pousse en dehors de leur zone de confort, mais il y a aussi des gens qui démarrent avec des circonstances peut-être un petit peu plus difficiles et qui ont cette objection dans leur esprit de dire bon ben d'accord, c'est bien, ça marche, l'inconscient positif ça marche pour quelqu'un qui est au sommet dans son métier, mais qui vont dire mais moi aujourd'hui je ne suis pas encore au sommet dans mon métier. Mais personne n'est jamais au sommet. Quand vous vous croyez au sommet, c'est là où le risque est fort. Donc il n'y a pas de sommet à atteindre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut pousser un peu plus loin, un peu plus haut, modestement, continuer à apprendre, continuer à être dans l'humilité de l'apprentissage, dans l'humilité de la curiosité, pour aller chercher encore un challenge. C'est pas, souvent, on pense que de se challenger, c'est important, oui, bien sûr, mais il faut surtout challenger ses limites.
Donc c'est ça qui est important, c'est d'aller chercher d'autres limites au progrès et tout ça avec beaucoup, encore une fois, je le répète, parce que l'humilité est une grande partie de la réussite. Dès lors que vous croyez que les choses sont acquises, que vous êtes le meilleur, que vous êtes le boss des boss, c'est là que les problèmes peuvent arriver. Parce que quand je dis cela, je m'adresse probablement très souvent à des chefs d'entreprise, et l'excellence ne vaut que si elle est partagée. Donc le rôle du leader, c'est pas avoir le grade de leader, ou le grade de chef, ou le grade de chef d'entreprise, c'est de faire en sorte que le groupe que vous avez à diriger, et eux aussi aient envie d'aller vers l'excellence, et de faire naître chez eux le désir de l'excellence, et qu'avec cette excellence-là, ils s'épanouissent aussi. Et ça, c'est important, parce que tout seul, vous n'arrivez pas à grand-chose. Vous n'arrivez pas à porter un projet d'entreprise, vous n'arrivez pas à porter un projet de développement. Donc il faut considérer que l'excellence, ça se partage. Alors merci, parce que c'est justement des points que je trouvais les plus intéressants en fait. C'est que quand on regarde dans le monde de la cuisine, je trouve que c'est une très belle métaphore, parce qu'on parle à des chefs d'entreprise, mais une métaphore de chef pour des chefs d'entreprise. Dans le monde de la cuisine, quand on regarde, les chefs ont eu eux-mêmes des maîtres, ils se sont eux-mêmes formés, ils ont suivi d'autres. Et en fait, quand je parle de chemin vers le sommet, ce que j'aime, c'est cette idée qu'on n'essaye pas d'être le sage assis tout en haut au sommet et qui a fini de grandir, on essaye d'être plutôt le chef de cordée qui va aider d'autres à continuer à avancer. Et la question que certaines personnes se posent à ce moment-là, c'est « Ok, mais est-ce qu'on ne risque pas de trop en faire ou ça risque pas de devenir moi, quand on essaie d'atteindre l'excellence ?» Non, 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 il faut travailler sur son humilité. C'est important. D'abord, vous avez pris une métaphore qui est assez jolie, c'est le chef de cordée. Effectivement, le chef de cordée, il a pour mission de guider les gens au sommet, mais de temps en temps, il peut avoir comme mission d'aller aider les plus fragiles, les plus faibles, à redescendre avec eux pour les porter, eux, vers le sommet. Donc ça, c'est important, cette notion de groupe, de lien social qu'on doit construire dans l'entreprise pour arriver vers l'excellence. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise sera sociale ou elle ne sera pas. Donc l'idée de l'excellence, elle ne vaut que si elle est partagée. Et l'excellence commence par le bonjour du matin. Elle ne commence pas par... l'excellence, c'est un comportement du quotidien. C'est-à-dire que l'exemple, pour aller vers l'excellence, l'exemple est la seule preuve de l'autorité. Donc quand le leader montre son envie d'excellence et son exemplarité, finalement il crée autour de lui un écosystème qui va être favorable. S'il se croit arriver au sommet et qu'il guide les autres du sommet, depuis le haut, ça ne fonctionne pas. Je suis assis en haut. Ça ne fonctionne pas, ça ne partagera rien avec les autres. Mais l'excellence ne vaut que si elle est partagée. Et l'excellence, c'est une monnaie d'échange dans le monde de l'entreprise, qui me paraît toujours très intéressant. On a toujours l'impression que nous rémunérons des collaborateurs pour leur champ de compétences. Bon, voilà, salaire contre compétences. Mais c'est plus que ça, l'excellence. C'est-à-dire qu'effectivement, on vous rémunère pour une compétence, mais en même temps, en apportant cette compétence et en aidant une entreprise à s'épanouir, l'entreprise se doit de vous aider, vous aussi, à vous épanouir et aussi à continuer de grandir. Donc c'est cette relation de confiance qui s'installe dans l'excellence. Alors, est-ce que tu peux donner un exemple, parce que c'est d'autant plus intéressant. Une bonne partie des gens qui regardent mes vidéos, des entrepreneurs, ont une équipe composé entre 1 et 10 personnes pour le plus souvent, et souvent se pose cette question de comment, concrètement, qu'est-ce que je peux faire qui aide à développer les gens qui me suivent. Et comme tu as cité justement cette idée que l'entreprise doit aider la personne qui travaille à se développer. Bien sûr, pour moi, c'est le cheminement important, c'est la formation des collaborateurs. C'est-à-dire que de tout faire pour que les collaborateurs soient bien formés et me challenge aussi, moi. C'est-à-dire que je veux des personnes qui aient les mêmes idées, les mêmes convictions que moi et les mêmes ambitions, voire l'ambition de prendre ma place, ce qui m'oblige moi aussi à rester dans l'excellence. Et ça, c'est extrêmement important. Ne pas avoir peur d'être challengé par son collaborateur proche. Souvent, on me dit, mais vous défendez trop la formation et ils s'en vont. Et je leur dis, mais oui, mais imaginez qu'on ne les forme pas et qu'ils restent. Ça pourrait être 10 fois pire. Donc, il faut entretenir cette idée de transmission. Peu importe que les gens restent ou nous quittent, ce qui compte, c'est que ça reste de bons ambassadeurs pour l'entreprise.
Et je crois beaucoup à ça pour ce XXIe siècle, remettre dans l'excellence l'homme, au sens le plus large du terme, dans le centre du débat. Parce que, de ce que j'ai pu lire et découvrir sur tous les projets que tu lances, tu es très impliqué aussi sur le côté former des personnes, mais pas... Alors, ce que je trouve intéressant, c'est ce côté de former des personnes qui permettent de donner une chance à des gens qui ont la passion et qui ont ce besoin d'excellence, mais en même temps, qui a un travail de fait, une sélection de fait de ces personnes pour avoir des gens qui soient engagés dans cette démarche-là. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que dans le sous-titre de mon livre, je dis voilà, comment devenir le numéro 1 dans ce que vous faites. Et la réaction la plus spontanée, je pense que c'est un peu culturel, hein, mais une des réactions les plus spontanées que les gens ont en voyant ça, devenir numéro 1, c'est oui, mais si je deviens numéro 1, est-ce que ça veut dire que j'essaie d'empêcher les autres de grandir ou que je rabaisse les autres? Et en fait, dans ce que tu dis, c'est exactement l'inverse. Complètement. Complètement être numéro 1, d'abord, c'est pas un grade acquis à vie. On est challengé en tant que numéro 1, donc il faut se préparer à redevenir numéro 2, voire numéro 3, voire numéro 4. Ce qui pousse à sortir de la zone de confort à nouveau. Ce qui pousse toujours à sortir de la zone de confort. Et numéro 1, ça se mérite. C'est pas quelque chose qu'on va obtenir comme un Graal suprême. Je pense que ça a été vrai à une époque, une espèce de management taylorique, comme ça, mais ce que je crois aujourd'hui, c'est que le turnover est beaucoup plus rapide et qu'il faut se challenger. Donc, numéro 1, c'est pas empêcher les autres de grandir. Dans le risque du numéro 1, est-ce que quelqu'un ne nous a pas porté jusqu'à notre niveau d'incompétence? Donc ça oblige le numéro 1 à être encore dans l'exemplarité de la formation et d'aller chercher encore de la curiosité ailleurs et de continuer à évoluer, voire de sortir des fois. Moi, il y a une chose qui me terrifie dans le management, c'est quand il y a un trop bon manager dans un service, qu'il ne sache pas sortir de ce service pour laisser les autres grandir. Moi, j'appelle ça un éléphant dans la pièce. Et quand il y a un éléphant dans la pièce, c'est formidable, tout le monde est rassuré. Mais les gens sont à 50% parce qu'ils disent finalement il est tellement génial ce manager qu'on n'a qu'à l'écouter finalement. C'est ça, c'est le joueur trop bon qui limite le reste. Donc moi j'aime bien que ce super manager passe à autre chose dans un autre secteur d'activité et qu'il laisse aussi les autres grandir et profiter de ce qu'il a apporté dans son service. Donc le numéro 1 n'est pas numéro 1 à vie, c'est pas comme ça que ça passe. C'est pas le numéro 1 dans le monde des affaires, dans le monde de l'entreprise, c'est pas un élu du divin. Voilà ce qu'il faut dire. Après, on croira ce qu'on veut, mais ce n'est pas un élu divin, y compris l'héritier d'une grande fortune. Bien, malgré toute une fortune, eh bien, on peut la dilapider très vite. C'est écrit comme ça. Donc il faut, en tant que numéro 1, au contraire, avoir cette envie de se remettre en question en permanence. Quand je te disais tout à l'heure, rigueur, engagement, régularité, cette posture de l'engagement, elle est de la posture entre guillemets, du combattant pacifiste, mais du combattant quand même, qui est un esprit disponible. Et cet esprit disponible anticipe un petit peu tout ça. Mais si on se laisse aller à ne plus être dans l'exemplarité quand on est un manager, ou quand on est un numéro 1, eh bien évidemment, peu de chances que vous restiez numéro 1 très longtemps. Et donc ça veut dire qu'il faut rester près de ses équipes, près de ses hommes, et que les gens continuent à avoir envie de se battre pour vous, et ça veut dire que l'exemple est la seule preuve de l'autorité du numéro 1. Donc il doit être plus exemplaire que les autres. Alors j'ai deux très rapides questions pour clôturer cette interview. La première, c'est il y a un thème qui est commun, on va dire, à ce que j'aborde avec les personnes que j'interviewe, qui est le thème de la liberté. Autant de mon livre que mon séminaire, ce concept d'entrepreneur libre. Et j'aime bien poser la question qui est, selon toi, qu'est-ce que c'est que d'être libre? Qu'est-ce que c'est que d'être un entrepreneur libre, quelqu'un qui est... Libre, c'est d'avoir cette capacité à changer assez rapidement pas d'entreprise, mais de se construire suffisamment en tant qu'homme, en tant qu'individu donc, pour pouvoir être libre de ses choix. Choix de rester dans une entreprise, choix de la quitter, soit d'entreprendre, soit même quelque chose dans sa propre entreprise, mais c'est cette capacité à avoir suffisamment de moyens
physique et intellectuelle pour s'engager à faire autre chose. Ça fait partie de l'homme libre. Et dans nos centres de formation, cuisine mode d'emploi ou boulangerie mode d'emploi, c'est la première des choses que je m'efforce de dire à ces jeunes stagiaires en leur disant « Je suis là pour construire avec vous des hommes libres. Libres de travailler avec nous, mais libres aussi de travailler ailleurs que dans notre entreprise. » Donc la formation que vous recevez ici, elle est pour faire de vous des hommes libres et instruits. Et ça, c'est très important. La liberté de se mouvoir sur cette planète est pour moi essentielle. Donc ça veut dire qu'il faut aider ceux qui sont en difficulté à s'instruire pour que ça devienne des hommes libres et pas des hommes qui risqueraient d'être asservis par des gens qui chercheraient à les enfermer dans un seul modèle. Ok, super. Et dernière question. Donc là, je suis en train de préparer un livre toujours sur ce thème, justement, de la liberté, de se lancer dans sa passion. Et une autre question que j'aime bien poser, parce que moi, je me base toujours à la fois sur mon expérience et que j'ai eue en accompagnant mes clients, mais aussi j'aime bien poser la question, dans le livre idéal, qui apprend à quelqu'un comment se lancer à fond dans son projet et réussir et faire connaître au maximum de gens, qu'est-ce que je ne devrais absolument pas oublier d'aborder comme sujet? La rigueur, l'engagement et la régularité. Okay. Il ne faut pas chercher à inventer des choses trop compliquées. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va répondre sur des grands principes de management, que telle ou telle personne aurait écrit des grands principes de management. Et l'être humain est quelque chose d'assez fragile, d'assez solide et en même temps d'assez fragile. Donc, je pense qu'il faut construire des choses assez sages, mais avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'engagement. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une posture, l'engagement du corps et de l'esprit et de la régularité. Ce n'est pas la peine tout de suite de chercher à courir le 100 mètres à la vitesse d'un médaillé olympique. Ce n'est pas le souci, surtout si vous n'êtes pas fait pour ça. Mais de commencer à développer pas par pas, sans jamais reculer. Et si vous devez reculer, considérez que c'est une stratégie de reculer et que de reculer, ce n'est pas fuir. Mais en tout cas, cherchez à construire pas à pas, droit, calme avant et droit. Je dis c'est la phrase du général Lott, mais moi je l'aime bien. C'est vrai que la marge d'erreur est assez facile. Sur cette ligne droite, mettre un pied trop dans l'ordre ou trop dans le désordre peut vous déséquilibrer. Mais quand vous êtes calme avant et droit, que votre passion vous anime, que votre positivité anime votre passion et que vous regardez ou vous pouvez entrevoir votre projet, eh bien, vous allez toucher votre projet. C'est certain. Mais si vous commencez à faire des pas de côté, reculer, vous cherchez des excuses parce que vous n'êtes pas levé le matin, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, vous n'avez pas de chance. Et ça commence par une toute petite hygiène de vie de départ, de se dire bien non, ça va nuire à mon projet, allez, j'accepte de m'en passer. Et je vais couper avec ça. Et il faut toujours mesurer ce qu'on est capable de couper dans son environnement, dans son écosystème, pour continuer à avancer. Si vous ne pouvez pas couper grand-chose, si vous ne pouvez pas quitter vos copains de bistrot qui pourtant vous prennent beaucoup d'énergie, puis finalement tirent des chèques en blanc sur votre temps de travail, ça va être compliqué. Donc à un moment donné, cette rigueur, elle est nécessaire pour pouvoir grandir. Ceux qui racontent le contraire ne vous racontent pas la vérité. Et tous les grands créatifs que j'ai pu rencontrer, tous les grands chefs d'entreprise que j'ai pu rencontrer, qui paraissaient pourtant être des gens extrêmement fun, extrêmement détendus, extrêmement artistes même des fois, au départ, avant de casser les codes, ils ont appris à les respecter, dans la rigueur, dans l'engagement et dans la régularité. Picasso disait qu'avant de briser les règles, il faut les connaître et bien sûr, les appliquer. Bien sûr, bien sûr. C'est un des grands principes de base et c'est simple à appliquer. Il n'y a pas de, on est en train de faire de l'image, eh bien, les personnes qui nous filment ont choisi la lumière pour faire l'image, etc., etc., etc. Tout ça, ça a du sens. Il faut donner du sens. Si vous dites ça va le faire, ben, ça ne le fera pas. Si vous laissez trop de place au hasard, ça ne le fera pas. Bien évidemment que ça ne le fera pas. Et vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même.
Et il ne faudra pas chercher de responsable dans les collaborateurs ou dans des excuses qui correspondraient à votre extraction sociale ou quoi que ce soit d'autre. La responsabilité dans le miroir. La responsabilité est dans le miroir, tout à fait. Alors, je te remercie encore pour cette interview. Je t'en prie. Ce que vraiment vous devez retenir, c'est ce concept, donc rigueur, engagement, régularité. Facile à retenir, ça fait RER en plus. Ce qui est bien comme moyen mémotechnique parce que pour quelqu'un qui regarde la vidéo, qui prend le RER tous les matins, pourrait se dire, bon, ok, maintenant je mets un RER différent dans ma vie chaque matin, où je vais dire, je vais faire telle action, je vais m'engager, je vais faire peut-être qu'un petit pas. Analogie du sprint, au lieu de dire, je vais aujourd'hui faire un sprint et être crevé pour le reste de ma semaine à rien faire, essayer d'être régulier là-dessus. Acquérir un inconscient positif, chercher dans notre cercle de confort aujourd'hui, qu'est-ce qui me limite et que je devrais peut-être mettre de côté si je veux pouvoir aller de l'avant et sortir de cette zone de confort. Et donc ça inclut les gens qui tirent des chèques en blanc sur notre temps. C'était une expression que je retiens qui est importante parce que c'est quelque chose, je pense que tout entrepreneur doit à un moment donné se rendre compte en fait qu'il y a des gens, que ce soit des clients, que ce soit des partenaires, des employés ou des gens de notre réseau personnel qui ont tendance à faire ça, le coup du chèque en blanc. Et je pense que c'est un concept important aussi à mentionner. Pour retrouver Thierry et déguster sa cuisine, je vous invite en fait à le découvrir tout simplement au Sur Mesure by Thierry Marx, qui est en fait son restaurant au sein du Mandarin Oriental à Paris. Encore une fois, merci beaucoup pour l'interview. Plaisir. Et puis, à très bientôt. Merci.